Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Aujourd'hui, je vous propose de ralentir. Oui, ralentir, mais pour mieux faire. Dans un monde où les contenus pleuvent, où les newsletters, les posts, vidéos et articles s'enchaînent sans répit, on oublie parfois l'essentiel, pourquoi on communique, pour qui et comment. Et si la sobriété éditoriale devenait la meilleure alliée des communicants? Moins de contenu inutile, plus de sens, plus d'impact et donc moins d'empreinte environnementale. Et bien ça tombe bien, c'est exactement le sujet de mon invité aujourd'hui, Ferréole Lespinasse, qui est consultante et experte en langage clair, on reviendra sur ce sujet-là après, consultante et autrice du livre Sobriété éditoriale, le guide pour éco-concevoir vos contenus, 2e édition qui vient tout juste de sortir en 2025. Avec elle, nous allons parler chiffres, obligations, bonnes pratiques, mais surtout une méthode claire pour faire rimer communication et responsabilité. Vous vous demandez peut-être comment rendre vos contenus plus utiles, plus sincères. Si votre marque doit envisager de quitter les réseaux sociaux, comme peut-être certaines l'ont fait déjà, et même quel est le cycle de vie, non pas d'un produit, mais d'un contenu. Est-ce que c'est possible ça? Oui, on va découvrir tout ça avec mon invité dans cet épisode de Marqueur. Bonjour Ferréole. Bonjour Diane. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans un petit cocon du 13e arrondissement de Paris, ou 12e, je ne sais plus. 13e. Tu es une invitée recommandée par Marion Rébier, qui fait partie de la même association que moi, l'association Point de Mire. Et évidemment, tu connais bien l'association Point de Mire et tu connais bien Bella, l'auto que j'ai aussi interviewée dans un précédent épisode. Alors, par contre, les auditeurs, en tout cas les miens de Marqueur, je pense qu'ils ne te connaissent pas encore. L'idée, c'est que tu te présentes un peu quel est ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusque-là. Eh bien, déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast, sur Marqueur. Alors, en ce qui concerne mon parcours, moi, je viens de la rédaction. Et puis, ce qui a fait que j'en suis arrivée jusque-là, donc j'ai démarré autour de la rédaction 2009. À l'époque, c'était les premières formations rédaction web. Donc, j'ai commencé à structurer toute une méthodologie là-dessus. Puis très vite, je me suis rendu compte que les gens parlaient beaucoup pour rien dire et que les boîtes communiquaient beaucoup de manière égocentrée. Sans blague. Et du coup, j'ai toujours été étonnée par rapport à cet état de fait. Et donc, j'ai commencé à structurer ma démarche. Alors, à l'époque, je parlais d'écologie éditoriale. L'idée, c'était de dire, si on n'a rien à dire, on dit rien. Il faut se rappeler que c'était l'époque où, sous prétexte que le contenu est roi, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs une déferlante de contenu pas forcément utile. Du coup, en 2015, comme je disais, je parlais d'écologie éditoriale. Et puis en 2018, quand j'ai rencontré la sobriété numérique, j'ai vraiment structuré mon approche autour de la sobriété éditoriale. Et donc, en fait, c'est une approche que j'ai structurée aussi dans le livre. Et aujourd'hui, j'anime des accompagnements autour de la sobriété éditoriale et du langage clair. J'anime également des formations, des sensibilisations. Et puis, je rédige également. J'interviens par exemple en refonte éditoriale de site internet, mais également rédaction de tous les contenus dont une organisation peut avoir besoin, avec bien sûr des contenus teintés de sobriété éditoriale et également respectant le langage clair. Alors, on va revenir sur l'ensemble de ces notions que tu évoques. Finalement, la sobriété éditoriale, qu'est-ce que tu mets derrière ? Alors, la sobriété éditoriale, ce que je mets derrière, l'idée, c'est vraiment d'être dans une approche de réflexion autour de ces contenus. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à la pertinence et au choix de communication. Est-ce qu'il est pertinent de communiquer ?
C'est-à-dire pas communiquer parce que tout le monde le fait ou parce que l'an dernier j'ai fait comme ça, mais est-ce que vraiment il y a une utilité? Et puis dans la sobriété éditoriale, on va vraiment aussi avoir une réflexion sur tout le cycle de vie du contenu. J'y reviendrai. En fait, l'objectif, c'est vraiment de réduire l'empreinte de la communication. Je parle beaucoup de numérique, mais ça concerne aussi le print. C'est également de respecter la charge mentale des publics, mais aussi la charge de travail des communicants, et puis optimiser la cohérence des actions de communication, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on communique beaucoup, donc ça fait beaucoup de bruit, mais est-ce que c'est réellement efficace? Ça, c'est toute la complexité de se dire entre la performance d'un message, d'un contenu ou de multitudes de messages et de contenus, est-ce qu'ils sont tous bien pertinents? Ça, c'est tout un débat. Effectivement. Est-ce que justement, tu as quelques chiffres clés là-dessus? Tu parlais de charge mentale, c'est hyper important. On est tellement dans une société avec des burn-out à répétition, des équipes qui se sentent pressurisées, à tort ou à raison, mais je parle là des équipes marketcom ou des communicants. Quels sont les enjeux ou quelques chiffres clés que tu as? En fait, effectivement, au-delà même, c'est pas seulement les équipes marketcom qui sont pressurisées. Aujourd'hui, l'abondance d'informations, c'est reconnu comme une forme de pénibilité au travail. Et il y a, dans les premières enquêtes, la première enquête a été faite en 2024 par la Fondation Jaurès, il y a par exemple 26% des actifs qui se disent submergés d'informations. Et ça nuit, alors après j'ai oublié les chiffres, mais en gros, l'enquête explique que ça nuit à leur capacité de travail. Et effectivement, on le voit, le burn-out, la problématique de réception trop nombreuse d'informations, d'autant qu'aujourd'hui, on a de l'information par exemple Slack, Mattermost, enfin tout dépend où sont les plateformes, par les mails, par les téléphones, par les WhatsApp, par Teams, etc. Les notifications Voilà. multiples et variées qui arrivent en pop-up sur l'ordi, qui arrivent en pop-up sur le téléphone, c'est vrai que pour rester concentré clairement pendant 1 heure d'affilée, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais, Hein. et c'est effectivement, là, il y a également l'Observatoire de l'infobésité et de la collaboration numérique qui a fait pas mal d'enquêtes dessus, donc ça peut être intéressant d'aller regarder. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a une grosse problématique. Et cette problématique, elle est dans le monde du travail, mais elle est aussi dans le monde, dans la société civile. Oui, dans la sphère perso. Voilà, dans la sphère perso. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette fondation Jean Jaurès qui explique que 54% des Français se déclarent une surcharge informationnelle, ce qui conduit 70% d'entre eux à limiter, voire à cesser de consulter les informations. Donc en fait, à force de trop communiquer, on est responsable de l'invisibilité des messages. Et d'après moi, c'est vraiment hyper important d'avoir ces chiffres en tête, d'autant que on s'aperçoit, et ça c'est une enquête qui a commencé en 2018, il y a 96,5% des pages du web qui n'ont pas de trafic. Donc ça veut dire... C'est énorme, ça c'est ce que tu mettais, oui, Ouais. énorme. Mais donc ça veut dire qu'on communique beaucoup, donc on surcharge d'informations les personnes, et nos actions n'ont aucune efficacité. Et en plus, et tu le sais aussi bien que moi, il y a quand même les enjeux d'une pollution numérique qui est grandissante. Et donc, on se retrouve avec des cimetières numériques impressionnants. Donc, effectivement... Et ça, les gens n'ont pas conscience, en fait. Non. C'est toujours la problématique du digital, c'est que quand tu l'as en print et que tu gardes des magazines à foison sur ton bureau, à un moment donné, la pile, elle est trop haute et tu dis, oh là, faut que j'en fasse quelque chose, que je le jette, que je le lise, que je déchire une page, que je garde. Enfin, ça, c'était les étapes d'avant qu'on a connues. Parce que d'une autre génération, maintenant, les tout jeunes, comme ça, ils ont moins connu le print. Tout est digital et on se dit, finalement, je garde ce fichier, je garde ce doc, je garde ce mail, je lis à peine une info, je m'abonne à une newsletter, mais je lis trop en diagonale. C'est un peu le risque aujourd'hui. On ne se rend pas compte que ça a quand même un poids quelque part sur les serveurs, sur les data centers, et que ça a une empreinte environnementale importante. Oui, on ne se rend pas compte, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, c'était la mode de mettre dans son mail ne m'imprimer que si vous en avez besoin. Donc, il y a encore des idées reçues, un peu fausses, qui disent c'est plus écologique d'envoyer un mail que de garder un papier. Et je ne suis pas si sûre, en fait, par rapport au problème de stockage.
Donc effectivement. Normalement, on a moins le réflexe d'imprimer, déjà, par rapport à un certain temps. Enfin, moi, j'ai le souvenir, effectivement, j'avais un responsable qui adorait imprimer tous ses mails. Enfin, maintenant, il n'y a plus besoin. Mais au-delà l'impression, c'est oui, c'est la page du site web que tu citais. Et il y en a plein qui sont créés pour une opération, pour une promotion, pour un lancement de produit, pour un lancement d'événement. Et après, on se dit, bah, finalement, l'événement est passé. Qu'est-ce qu'on a fait de cette page-là? Ouais. Elle est toujours là. Est-ce qu'elle est encore utile? Pas forcément. Ouais, effectivement, il y a pas de nettoyage. Enfin, c'est pas encore un réflexe le nettoyage des contenus Ah non. sur le web. Alors, est-ce que justement, si on parle de ça, on avait prévu d'en parler un peu plus tard, mais c'est pas grave, sur le cycle de vie d'un contenu, c'est pas naturel. Déjà, cette notion de cycle de vie, maintenant, elle commence à être bien ancrée dans les équipes marketing, notamment sur un cycle de vie d'un produit. Entre je fais attention aux matières premières que j'utilise, d'où elles viennent, son origine. On a de plus en plus ces réflexes-là, que ce soit produits alimentaires, produits vestimentaires. Il y a pas mal de débats en ce moment et des lois sur ces sujets-là qui sont en train de passer. Mais finalement, sur un contenu qui va être digital, on va pas penser naturellement au cycle de vie du contenu. Et alors, comme on en a discuté, c'est l'objet d'une bonne pratique du livre, la bonne pratique 46. En fait, l'idée, c'est vraiment, dans le cycle de vie du contenu, l'idée, c'est dès la création du contenu, penser à tout son cycle de vie et également à sa fin de vie. C'est-à-dire que quand je crée mon contenu, je pense au moment où je vais le mettre à jour, où je vais vérifier que les informations sont pas obsolètes. Je vais vérifier aussi à quel moment c'est utile peut-être de le décliner dans un autre format pour le réemployer ou de l'archiver, voire de le supprimer. Et ça, effectivement, en marketcom, on se concentre sur un lancement, sur une nouveauté, mais on pense pas à tout ce travail d'entretien du contenu. Et en fait, c'est hyper important d'entretenir son patrimoine éditorial. Et c'est ce qui permet vraiment justement de lui donner de la puissance à son patrimoine éditorial. Et c'est quelque chose qui est souvent négligé. Et parce qu'aussi, souvent, il n'y a pas de processus de gestion du contenu. Il n'y a pas de gouvernance de cycle de vie du contenu parce que ça prend du temps. Donc ça, il faut aussi l'intégrer dans ses pratiques. Donc, avant de supprimer une page, c'est de se dire, au cas où certains avaient conservé l'historique de la page ou veulent revenir dessus, on pense à une redirection vers une autre page. Mais quand un contenu ou une page est obsolète, parce que l'événement est passé ou le lancement du produit est passé, régulièrement, c'est quoi ta reco? C'est de se dire une fois par an, une fois tous les 6 mois, c'est une fois que l'événement est passé? Il faut que ça devienne un réflexe. Enfin, tu vois, concrètement, effectivement. C'est quand que tu recommandes? Effectivement, le mieux, c'est de le faire quand même, si on peut, au fil de l'eau, pour éviter de se retrouver avec une montagne à gravir, avec tellement de contenu à supprimer. L'idée, ça va être de se dire aussi, comme tu le dis, quand c'est pertinent, je fais une redirection vers un contenu plus récent. Et par contre, il faut pas hésiter, s'il n'y a pas de pertinence, à supprimer le contenu. Ce qui d'ailleurs est bon pour le référencement. Et donc, effectivement, c'est vraiment des réflexes à avoir, à mettre en place. Oui, parce qu'une multitude de pages, c'est pas ça qui va faire que le site de l'entreprise ou de l'organisation va être plus visité. Effectivement, non. D'ailleurs, moi, je le vois quand je fais des audits et puis des refontes de sites. Supprimer des pages qui sont inutiles, bien sûr pas les pages stratégiques, c'est bon pour le référencement parce que dans ces cas-là, les moteurs se concentrent sur les pages restantes et du coup, ça permet de les rendre beaucoup plus visibles. Sur le cœur, sur l'essentiel. Voilà. On revient au basique. Voilà, effectivement. Alors ça, du coup, ça me fait penser un peu à toutes tes premières bonnes pratiques, parce qu'il y en a 48 du coup dans cette deuxième édition. D'ailleurs, il y en avait 50 dans l'édition précédente. Pourquoi tu as voulu faire une deuxième version? Une deuxième version. En fait, la première version, je l'ai éditée en 2020, je l'ai publiée en 2022. J'ai eu la chance d'avoir la relecture des designers éthiques. Je pense à Aurélie Baton et Anne Faubry. Mais quand j'ai édité cette édition, il y avait des bonnes pratiques qui étaient des intuitions. En 3 ans, j'ai pu vraiment avoir de l'expérimentation terrain, des retours, avoir vérifié ce qui fonctionnait ou pas. Également,
ma méthodologie a mûri en fait, elle s'est consolidée. Donc pour moi, c'était important de faire une deuxième édition. Ce qui s'est passé pour cette deuxième édition, c'est que j'ai révisé l'ensemble des bonnes pratiques avec un groupe de travail. Ensuite, il y a eu la relecture de professionnels du secteur. Bah, tu citais Bella tout à l'heure, par exemple, mais il y a eu aussi des membres de l'AGIT, un expert RGESN, toujours les designers éthiques, donc l'INR, il y a eu les conseils de Green IT. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir le regard des experts de la profession. Et également, dans cette deuxième édition, donc en plus de la révision de toutes les bonnes pratiques, de la consolidation du discours, j'ai rajouté 3 chapitres, un sur les réseaux sociaux, un sur le print. Parce que au début, j'étais très axée web. Web, voilà. Donc là, l'idée c'était de dire, bah tiens, ces bonnes pratiques-là peuvent être axées aussi réseaux sociaux ou print. J'ai rajouté aussi une bonne pratique sur l'IA générative. Et puis, vaste sujet qui peut faire débat, mais vraiment depuis 2024, en fait, depuis l'an dernier, ça fuse de partout. Effectivement. Et puis du coup, il y a eu aussi le bouquin, il fonctionne avec un référentiel de conformité, c'est-à-dire que c'est un référentiel qui permet de dire, bah, est-ce que oui ou non, j'ai validé la bonne pratique. Donc ça permet de donner une note pour s'auto-évaluer en sobriété éditoriale. Et ce référentiel, il est disponible en version anglaise aussi. Ça, c'est une nouveauté dans cette version. Ok. Bah oui, je l'ai vu sur ton site. Qu'on peut tout télécharger. C'est ça aussi qui est chouette avec toi, avec ce guide. C'est certes, vous avez tout intérêt à l'avoir en main propre. Hein. Moi, c'était ta première réflexion. Tu dis, oh bah dis donc, il y en a des post-it dans le bouquin. Bah oui, parce qu'il y a plein de bonnes astuces qui sont sympas à garder et à conserver. Donc c'est bien de l'avoir en version papier. Je suis encore une vieille école. J'aime bien ressentir les choses comme ça. Mais pour autant, ton site internet est hyper bien fait. Il y a plein de choses qu'on peut télécharger, plein d'astuces. Ton référentiel qu'on peut télécharger en Excel aussi pour se dire est-ce que c'est bon, je peux valider cette règle ou pas. Et oui, tu l'as aussi en version anglaise. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des obligations, est-ce qu'il y a des lois qui fait que quand on est communicant, on peut peut-être passer à côté? Je pense soit la loi Rennes ou... Alors effectivement, en ce qui concerne les obligations, en 2022, il y a la loi Rennes. Donc la loi Rennes, c'est réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Elle invite toutes les collectivités, elle oblige toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants de se doter d'une stratégie numérique responsable. Cette stratégie numérique responsable, il y aura des informations sur, par exemple, les équipements, le cycle de vie des équipements, mais la sobriété, il y a effectivement d'autres aspects, et la sobriété éditoriale est une manière de répondre à cette loi Rennes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aux équipes communicantes de penser au cycle de vie des contenus. Donc ça fait que bon nombre de personnes de la communication publique se sont emparées du sujet. Il y a également aussi aujourd'hui une autre loi, c'est pas une loi, c'est une norme ISO, la norme ISO 24495. Elle concerne la notion de langage clair. Et là, l'idée aussi, c'est que elle est importante pour les entreprises publiques ou qui ont des liens forts avec les publics, parce que elle invite à clarifier la communication pour faciliter les informations sur les sites. Donc ça, c'est 2 incitations qui sont en faveur de la sobriété éditoriale. Aujourd'hui, il y a aussi moi j'appelle ça un changement de perspective, parce que on parle beaucoup de marketing responsable, de communication responsable, et du coup, la sobriété éditoriale, c'est vraiment, alors c'est pas une obligation, le market et la com responsable, mais par contre, la sobriété éditoriale, c'est une manière de les mettre en place de manière opérationnelle. C'est une façon d'être droit dans ses bottes quand on met en place une démarche RSE et de se dire, je le fais jusqu'au bout des ongles. Effectivement, on est totalement là-dedans. Ouais. Il y a ça, il y a le fait aussi d'attirer les générations 30, parce que aujourd'hui, elles sont quand même beaucoup plus impliquées dans ces notions-là. Et en quête de sens. Et donc, autant que ce soit clairement
dit explicite, mais de façon simple et limpide quand on va sur le site internet. Bien sûr. Sur une page carrière, par exemple, ou autre, quel est le niveau de l'information. Alors, tu as abordé à plusieurs reprises là, cette notion de langage clair. Et est-ce que tu peux faire une différence entre langage clair ou le FALC, le FALC? Quelle est la nuance? Parce que finalement, quand on s'exprime, on a tendance alors évidemment, on ne rédige pas en écrit de la même façon qu'on parle, mais pour autant, on peut avoir un langage un petit peu alambiqué ou autre. Et comment on arrive à faire un langage clair, pertinent, et qu'est-ce que c'est? Alors, pour répondre parce qu'il y a plusieurs questions dans ta question, mais c'est une très bonne question. Alors, le langage clair, donc comme je l'ai dit, c'est une norme ISO. En fait, ça va se concentrer sur la capacité des lecteurs à bien utiliser un document. Donc l'idée, c'est que le lecteur il puisse comprendre ce qu'il trouve, enfin trouver facilement ce qu'il cherche, comprendre ce qu'il trouve et qu'il utilise ce qu'il trouve pour répondre à son besoin. Donc l'objet, comme tu l'as dit, c'est de s'affranchir de tout ce qu'on a pu apprendre à l'école où c'est normal d'écrire une phrase de 10 lignes avec plein d'idées. Là, l'idée, c'est vraiment d'être plutôt dans une clarification de l'information qui est utile pour tout le monde, utile pour celui qui écrit, utile pour celui qui reçoit l'information. Il y a des chiffres, je les ai plus en tête, mais en tout cas, par exemple, en Norvège ou en Irlande, ils avaient fait des enquêtes. Ils s'étaient aperçus qu'en reformulant un des courriers, par exemple pour British Telecom, il y avait eu vraiment une baisse significative des appels suite à ce courrier de 50%. Ou en Norvège, les appels aux services fiscaux qui avaient été divisés par plus de 2. Ça peut être assez énorme et ça peut être du coup des impacts vraiment importants. Donc il y a ça, c'est le langage clair. Ensuite, tu as nommé le FALC. Le FALC, c'est facile à lire, facile à comprendre. Les deux sont malheureusement souvent confondus. C'est différent parce que le langage clair, ça va être vraiment pour simplifier un écrit, mais ça peut être un écrit de haute volée, un écrit d'industriel par exemple, ou de haute volée. Le FALC, c'est vraiment un discours qui est plutôt facilité. À la base, c'est vraiment plutôt pour des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés cognitives. Donc, on va être dans un langage quand même très simplifié, plutôt sujet-verbe complément, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une confusion entre les deux, ce qui est dommage parce que parfois, si on utilise le FALC à mauvais escient, ça peut détourner le public de sa communication. Et alors justement, comment tu l'utilises ou à quel endroit tu l'utilises? Est-ce que c'est que pour les instituts ou les institutionnels dans le public que tu utilises le FALC, le langage FALC? Ou c'est à certains endroits dans un site web? Est-ce que tu dois le spécifier page Alors effectivement, il y a un logo pour voir que ce document est écrit en FALC. Après, le FALC, ça peut être utilisé où on veut, par exemple dans un dépliant touristique, effectivement dans un site, si on est dans des droits et des démarches à effectuer. Par contre, à chaque fois, il faut bien le spécifier. Et en général, quand il est utilisé, il y a une page écrite en FALC, enfin, ou en tout cas un bout de page écrit en FALC, et le reste écrit en langage clair. Donc c'est vraiment dans tout ce que l'utilisateur peut avoir besoin, mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément que la com publique, ça peut être aussi du tourisme, etc. Tout dépend vraiment le besoin. Ouais, alors c'est marrant parce que quand je t'entends parler du langage clair, alors c'est bien, ça a été spécifié par une norme ISO du coup assez récemment. Mais pour moi, ça me fait penser au réflexe de stratégie marketing qu'on a appris ou que j'ai appris moi en école de commerce il y a un certain nombre d'années. C'est-à-dire, on pense d'abord à son audience, à l'attente, aux réelles attentes, et ensuite on décline un contenu qui est utile et pertinent, mais sans avoir un langage trop complexe ou trop jargonné, parce que justement, montrer d'être présomptueux, d'utiliser un langage trop complexe, ça peut être pertinent quand on est avocat et qu'on fait une
plaidoirie devant d'autres confrères avocats, mais quand on s'adresse à un jury, on a besoin d'avoir un langage simple. Finalement, quand on est sur une page internet, il faut aussi aller à l'essentiel et se dire, on s'adresse à qui? C'est les fameux c'est cucu, c'est occupé, mais que tu mets autrement dans ton langage. C'est-à-dire, c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Enfin, ce sont les règles aussi d'écriture d'un article qu'on apprend en com, on va dire. Alors, on est Donc, bien. c'est de se dire finalement, cette norme ISO, elle permet d'appliquer des choses qui sont basiques en stratégie market, mais que on ne retrouve pas dans la vraie vie. Bah, c'est ça, puis on les retrouve, enfin, c'est peut-être basique en stratégie market, c'est basique en écriture. La loi de Quintilien, c'est un fondamental, ça fait partie des fondamentaux. Le problème, c'est que derrière, n'oublie pas qu'il y a eu, justement, tout ce qui était inbound marketing, expérience client, enchantement de l'expérience client, effet waouh. Et tout ça, ça nuit, en fait, à la clarté de l'information. Et, il y a vraiment, aujourd'hui, moi, des gens qui viennent, oui, j'aimerais un ton décalé. Il y a des fantasmes, en fait. Et puis, il y a les héritages aussi, où on a l'impression que si on écrit quelque chose de manière claire, ça va simplifier tellement l'information. N'oublie pas aussi qu'il y a l'héritage des sachants qui veulent maîtriser. L'écriture, c'est très égotique, hein, attention. Et donc, en fait, ceux qui sont capables de se dire on va vers le langage clair, enfin, moi, ça fait 15 ans que je forme des communicants là-dessus. Je peux dire j'ai toujours du boulot sur le sujet, quoi. Oui, alors ça me plaît pas. c'est marrant parce que pour moi, c'est plus une évidence ou c'est là aussi la façon, je pense, dont je fonctionne. Ce que j'évoquais avec toi aussi tout à l'heure, c'était quand j'accompagne un client sur la refonte de son site web, j'aime bien repartir des bases et de se dire finalement quelles sont les différentes audiences, de quoi ils ont besoin, quels sont les produits ou les services principaux, est-ce qu'on a besoin de présenter tout? Non, ça sert à rien. Faisons un focus sur ceux qui sont réellement pertinents. Et du coup, on restructure, tu vois, on resquelette toute l'arborescence du site web avec un menu qui va être plus limpide. On va respirer. Les pages, il va y avoir un message. Ça va être structuré aussi en colonne ou en lecture ou en petits paragraphes courts. Finalement, ce sont des réflexes simples à mettre en place et qui sont efficaces. Oui, mais n'oublie pas aussi qu'il y a quand même cet héritage. Moi, j'ai vu les débuts quand on commençait à ouvrir des sites web. À la base, ce qui se passait, les gens prenaient tout ce qu'il y avait sur le print et tac, le collaient sur le web. Donc heureusement, ça a évolué depuis parce qu'il y a l'expérience utilisateur, etc., qui est arrivée. Mais n'oublie pas qu'il y a toujours cette envie de trop en dire, cette difficulté. Et puis il y a aussi le fait que c'est difficile. Enfin, moi, je le vois, j'accompagne régulièrement également des refontes de sites. C'est difficile de prendre du recul sur son activité, de se dire, là, je m'arrête. L'utilisateur, il a besoin que de ça. Le reste, ce sera peut-être dans une autre transaction, un téléphone ou un mail direct, etc. C'est difficile parce que les personnes veulent trop en dire. Et puis, il y a toujours aussi en communication marketing le besoin de reconnaissance. Donc, le besoin de dire j'ai fait. Euh, et qui parfois peinent à se concilier avec les besoins de l'utilisateur. Ouais. Non, je suis d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de consultants externes comme toi au sein des entreprises. C'est parce que tu parlais de ce recul. Il y a besoin d'avoir cette prise de hauteur, d'être en dehors de l'organisation et de se dire, attends, stop, on fait pause là, on regarde, on fait un état des lieux et on se dit, est-ce que c'est toujours pertinent ou pas? Alors, j'aimerais venir un petit peu à finalement, quels sont les 4 piliers ou les astuces de ta méthodologie qui est hyper bien expliquée? Alors, effectivement, souvent je dis qu'il y a 4 piliers à la sobriété éditoriale. Le premier, c'est l'authenticité, la sincérité. L'idée, c'est d'être vrai dans sa com, c'est d'arrêter de vouloir trop en faire. C'est d'être aussi dans cette notion de communiquer à la base, ça veut dire mettre en commun. Ça veut pas dire parler de Raconter tout et soi et n'importe se mettre quoi. en avant. Donc l'idée, c'est vraiment d'être vraiment avec la volonté sincère de servir l'autre. C'est également d'être transparent dans sa com, c'est également de chercher sa singularité, de la mettre en avant. À force de parler de benchmark dans tous les sens, les marques se ressemblent, se ressemblent toutes. Là, l'idée, c'est vraiment d'être lié à sa propre identité,
de manière authentique et sincère. Et ça nécessite de revenir aux basiques que tu expliques dans ton étape 1, qui est en lien avec la gouvernance, sur les valeurs, la mission, la vision, la raison d'être. Voilà, si le haut est bien fait, tout ce qui va en découler sera limpide et sincère, Bien normalement. évidemment, ouais, ouais. Et après, la deuxième étape, enfin la deuxième pilier, moi je parle toujours de l'utilité. Est-ce que ce que je dis, c'est utile pour mon public? Est-ce que c'est utile aussi pour servir mes propres objectifs? Il faut pas non plus s'oublier. La troisième étape, le troisième pilier, on va être sur la clarté. Alors là, on va encore une fois s'appuyer sur les bonnes pratiques de langage clair. Et l'idée, c'est d'être dans quelque chose de simple. C'est ce qui amènera d'ailleurs de la qualité. Et puis en quatrième pilier, je parle souvent de la, enfin, enfin en tout cas c'est pour moi c'est vraiment cette notion d'éco-conception, c'est-à-dire dimensionner au juste besoin. En fonction des résultats que je suis censée obtenir. C'est pas mettre en place des machines à gaz, c'est vraiment réduire le nombre de supports, limiter à ce dont à ce qui est nécessaire. C'est aussi réfléchir à sa fréquence de publication, comment je peux l'optimiser en fait. Mm. C'est vrai que si je prends l'exemple des réseaux sociaux, alors même si tu es sur majoritairement sur le web, il y a toute une partie réseaux sociaux dans ton guide. Si je prends l'exemple de LinkedIn que je connais bien, il était un temps où les algorithmes, plus tu publies tous les jours, mieux c'est, etc. Finalement, là sur 2025, l'algorithme change un peu. On n'a pas besoin de publier tous les jours, mais on prône davantage la qualité du contenu. Et je dirais, mais enfin, mais enfin, parce qu'en fait, en communiquant, on est, euh, enfin, ça devient de l'absurde de se dire, il faut communiquer. Il faut que je publie X fois par jour, par semaine, pour être vu, pour remonter dans ces fameux algorithmes. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est pertinent? Pas vraiment. Est-ce que ça a été utile? Pas forcément. Combien de leads j'ai réellement obtenus? Voilà, est-ce qu'on a besoin d'autant? Non, moi je pense il y a vraiment l'effet de se rassurer. Moi, je suis exaspérée, tu parles de LinkedIn, mais il y a beaucoup de gens qui suivent des méthodes où ils vont se mettre à poster très régulièrement. Alors d'abord, on va parler de son échec, ensuite de sa réussite, ensuite d'un truc perso, ensuite le post coup de gueule, etc. C'est complètement fake. Et en fait, pour beaucoup, c'est vraiment l'idée de se rassurer. Dernièrement, quelqu'un me disait, parce que j'étais exaspérée par ces posts, et quelqu'un me disait, oui, mais c'est normal, parfois, ça permet d'avoir le regard des autres, etc. Je pense que bah, dans ces cas-là, le besoin, le regard des autres, c'est bien de l'avoir dans la vraie vie. C'est pas la peine de le faire sur les réseaux et de polluer. Oui, de demander à son entourage proche, Voilà, c'est ça. qu'on oublie souvent, Ouais. de solliciter. C'est vrai que c'est souvent des questions que je me pose, de me dire, tiens, sur LinkedIn, comment je publie, ou je devrais publier davantage. Et en fait, j'ai une sorte d'effet repoussoir en ce moment, de me dire, oui, je publie quand il y a les épisodes de podcast. Je devrais publier davantage sur du contenu qui me paraît pertinent, mais à chaque fois, je me pose la question, et du coup, je publie pas. Du coup, j'écris rien. Et en plus, on a l'IA aujourd'hui qui arrive avec une sorte de gain de temps sur la rédaction ou de l'automatisation de rédaction, mais qui fait que, je pense, on délie le message d'origine. Et finalement, au lieu d'avoir 5 posts rédigés par l'IA qui veulent dire le même message, autant en avoir un plus court qu'on a réfléchi nous et qu'on publie derrière. Oui, d'autant qu'on se retrouve avec beaucoup de contenu uniformisé. Mais ça, c'était. Enfin, aujourd'hui, il y a l'IA, mais il y a toujours eu des outils pour aider la rédaction, euh, faisant des outils faisant pardon des contenus de faible qualité, écrits de manière un peu toute semblable. C'est ce qui se passe aussi avec l'IA si on la maîtrise pas forcément bien. Donc, on se retrouve avec encore plus de contenu inutile, peu pertinent, et c'est pas ça qui va
qui va aider et qui peut même être pertinent en termes de stratégie marketing. On n'a pas de retombées réelles de ces surpublications, en fait. Mm. Alors, sur l'ensemble de tes bonnes pratiques, est-ce que tu en as certaines que tu as envie de mettre en avant pour les auditeurs? Bah, et d'ailleurs, ça répond à ce qu'on vient de se dire, hein. Pour moi, il y a toujours, je m'appuie toujours sur les 3 U. Donc, la bonne pratique 7, c'est le contenu est utile pour l'utilisateur. Mhm. Donc ça, pour moi, elle est très pertinente parce que l'idée, c'est de se dire, bah, est-ce que je vais vraiment apporter quelque chose avec de la valeur ajoutée à mon utilisateur qui me lit? Il y a la bonne pratique 19 sur le côté utilisable. Est-ce que mes contenus sont faciles à utiliser? Est-ce que du coup l'utilisateur pourra facilement effectuer son action avec ce que j'ai écrit? Là, tu penses notamment au call to action dans une page web ou sur un emailing? Au-delà du call to action, c'est la manière dont je présente mon information. Est-ce que rapidement, je peux trouver ce que je cherche? Tu vois, c'est plus global. Est-ce que via le titre, c'est suffisamment clair de ce que je vais trouver en dessous? Par exemple, il y a également la notion d'utiliser. Est-ce que le contenu est utilisé régulièrement? Donc ça, c'est un marqueur qui est intéressant parce que donc on retrouve les 3 U qui sont chers à l'éco-conception: utile, utilisable, utilisé. Donc ça, c'est la bonne pratique 48. Elle parle de l'évaluation de l'efficacité du contenu. Bah, l'idée, c'est de se dire, si mon contenu que j'estime être important n'est pas visité, peut-être qu'il faut que je l'améliore. Peut-être qu'il faut que je le supprime aussi, mais sans doute, c'est qu'il faut que j'aille l'améliorer. Comprendre pourquoi les publics n'y vont pas. Il y a aussi une bonne pratique qui concerne le langage clair, sur la structure des phrases, la bonne pratique 24, qui est aussi pertinente. Ça, déjà, pour moi, c'est des fondamentaux à mettre en place pour une communication plus sobre. Ouais. Et bah ça donne déjà pas mal d'astuces sur comment débuter, enfin, ou par où débuter. Ouais. Hormis l'aspect gouvernance qu'on a cité en amont, Bien sûr. de se dire tout est clair là-dessus. Et c'est vrai que c'est un des risques souvent, ou un des biais, c'est que au niveau des équipes, on a des juniors qui sont pas forcément formés ou au courant sur ces points-là. Donc on devrait former davantage dans les écoles à l'ensemble de ces sujets, mais aussi au niveau des responsables et des dirigeants qui vont mettre des objectifs et des KPI d'un nombre de likes, d'un nombre de posts dans la semaine ou dans le mois, et pas forcément les bons KPI. Est-ce que tu en as que tu recommandes? Là, tu citais par exemple de se dire, est-ce que la page, enfin, de regarder les stats, les analyses, et de se dire, on améliore ou on supprime toutes celles qui sont non vues depuis ou non visitées depuis, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, Est-ce que tu as des KPI que tu recommanderais plutôt à suivre? oui, alors en fait déjà il y a plusieurs questions dans ce que tu disais. Aujourd'hui effectivement on est toujours dans l'héritage de la com paillette et de la surproduction de contenu. Donc à l'école c'est ce qu'ils apprennent, ils sont biberonnés au calendrier éditorial. Et certains dirigeants ont effectivement cette notion-là. Donc déjà ce qui est important quand on entame une démarche de sobriété éditoriale, c'est vraiment de sensibiliser tous les niveaux, mais surtout les niveaux qui valident. Parce que, et les services aussi, par exemple, pour comprendre, bah tiens, avant on faisait de la com comme ça, demain on fera autrement. Ensuite, sur les KPI, bah, je pense qu'effectivement, on peut pas. Enfin, aujourd'hui, il est temps de sortir de ces KPI liés à la quantité. C'est un peu stupide. Aujourd'hui, il faut vraiment mettre beaucoup plus de qualité. Et effectivement, bah, par exemple, faire apparaître ce travail. Alors, bien évidemment, une page, on va regarder, pourquoi pas son trafic. Mais peut-être ce qu'on peut regarder, c'est le nombre de fois où elle a été mise à jour. Peut-être qu'on peut aussi envisager, bah tiens, j'ai eu tant de contenu, enfin, j'ai mis à jour tant de contenu, j'ai supprimé tant de contenu. Il y a aussi peut-être des KPI liés à la spécificité du contenu. Tiens, j'ai écrit vraiment un contenu spécifique. C'est un contenu inédit. Peut-être, pourquoi pas, l'intérêt général de ce que j'ai fait. Après, ça peut être aussi, bah tiens, montrer que supprimer du contenu, c'est impertinent. Donc, quand j'ai supprimé du contenu, bah, je montre après les thématiques qui ont émergé suite à des suppressions de contenu. Parce qu'après, supprimer un contenu parce qu'il n'a pas été vu, ça peut être compliqué. Je te donne un exemple lié à la com publique. Parfois, la page accouché sous X d'un département,
elle sera pas beaucoup vue. Mais par contre, il faut qu'elle soit présente parce que il y a une Parce personne qu'elle est par an essentielle. qu'on aura besoin. Mm. Donc c'est pour ça que ça demande de la finesse aussi. Oui, c'est pas qu'une question de stats et de se dire toutes elles qui sont en dessous de X pourcent de taux de trafic, on les supprime. Ouais. Il y a une réflexion réellement sur le contenu. Mais ce qui me semble normal, on va Ouais. dire. Et alors, est-ce que tu le citais aussi dans ton livre, est-ce que tu penses que les marques devraient quitter les réseaux sociaux comme tu le citais, la marque cosmétique Lush l'a fait et n'a pas perdu pour autant son audience et ses clients etc. Parce que c'est vrai, on pense souvent potentiellement à tort qu'une multitude de messages va améliorer la visibilité ou la notoriété d'une marque. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que, alors, pareil, quitter les réseaux sociaux, peut-être pas forcément. Par contre, en revanche, faire le point sur les plateformes sur lesquelles je vais aller ou pas en tant que marque. Par exemple, est-ce que c'est obligé que je reste sur Twitter X, etc. Je pense aussi, par exemple, à Rennes Métropole qui ont décidé de ne pas être sur TikTok en l'assumant totalement dans leur charte. Donc, la question qui va se poser, c'est où est-ce que c'est pertinent que j'aille? Est-ce que c'est pertinent que j'aille, par exemple, sur Peertube pour mes vidéos ou sur YouTube. Il y a aussi une question d'éthique. Il y a aussi donc pour moi c'est vraiment à raisonner. Peut-être qu'il faut que tu précises ce que c'est que Peertube pour tous ceux Peertube, qui ne connaissent pas. c'est une alternative éthique à YouTube. Euh, et du coup, l'idée, c'est donc ça va être sur quelle plateforme je vais, à quelle fréquence j'alimente cette plateforme, parce que on peut aussi se dire bon bah je reste sur telle plateforme, en revanche je fais un post par semaine, enfin voilà. Mais ça, on peut se le poser pour tous les supports de communication, sur la newsletter aussi. C'est pertinent de la garder. Par contre, c'est se dire bah est-ce que je publie toujours autant? Qu'est-ce que je peux enlever dans les publications qui n'est pas très utile? Et d'après moi, c'est plutôt ça la question parce que malheureusement aujourd'hui, moi j'adorerais que tout le monde soit sur Mastodon et qu'on puisse communiquer librement sur ce réseau. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Et donc, pour se faire entendre du plus grand nombre, c'est important d'aller aussi sur des réseaux des réseaux plus Classique. mainstream, classiques, parce que sinon, ça veut dire aussi que des acteurs peuvent s'emparer de la parole sur ces réseaux, occuper tout l'espace. On l'a vu notamment, je pense aux dernières enfin, c'était aux dernières élections, où il y avait des prises de parole qui avaient pu séduire les jeunes sur TikTok, par exemple. Oui, ça c'est tout un problème de quelle audience sur quel réseau et en fonction de la marque et du message, est-ce que c'est utile, pertinent d'y être ou pas par rapport à notre position, à notre positionnement, à notre stratégie. Bien sûr. Est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais aborder avant qu'on parle de mes questions classiques? Eh ben écoute, non, je suis pas sûre. Je crois qu'on a fait un joli tour sur le sujet. En tout cas, voilà, pour moi, ce qui m'importe pour résumer, c'est vraiment se dire bah, comment en communication on peut aussi faire notre part. Comment on peut aussi se dire bah, de toute façon, les entreprises, les organisations ont besoin de communiquer, les institutions, elles ont besoin de porter une parole, ça c'est sûr. Mais par contre, comment nous, on peut faire notre part pour redonner confiance en ces paroles-là. Et puis, donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment de se dire, bah voilà, comment je peux être plus responsable dans toutes mes actions de communication. Il y a des marges de manœuvre et c'est important de pouvoir s'en saisir. Je l'entends bien. Donc pour tous ceux qui souhaitent creuser sur l'ensemble des bonnes pratiques que Ferrol a citées, parce que tu as fait un zoom sur certaines, mais du coup, il y en a 48 au total, donc à creuser, à s'inspirer, à s'imprégner, eh bien, je vous conseille d'aller sur le site sobriété-éditorial.fr et vous pourrez commander le guide, trouver plein d'infos. Dans les ressources, vous verrez également énormément
de contenu et qui sont comme ça mis à disposition. Donc ça, c'est top. Merci Ferréol pour tout ça. Donc c'est parti pour la séquence questions liées à marqueur. Et bah ouais. Allez, c'est Je te parti. laisse m'en parler. Donc mon podcast se nomme Marqueur, aborde le marketing durable entre autres, mais qui est le marqueur de la bonne santé des entreprises, et aussi parce que quand on fait le marketing avec le cœur, évidemment, on embarque tout le monde de façon plus durable. Est-ce que ça t'inspire, ce nom-là, le marqueur? Tu l'as cité tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est important parce que pour moi, c'est vraiment cette notion d'alignement et d'intégrité qu'il y a. Et c'est pour ça que c'est important. Tu parlais au démarrage de toute stratégie de contenu. L'intérêt, c'est de se dire bah, qui je suis en tant qu'organisation, intimement. Quelles sont mes valeurs, comment j'ai envie de m'inscrire dans le respect des limites planétaires, comment j'ai envie de contribuer au bien commun, qu'est-ce que vraiment, comment je me mets au service de l'autre. Et pour moi, c'est ça le déclencheur le déclencheur de toutes les stratégies. Et quand on est aligné, bah, effectivement, les actions se déroulent de manière fluide et puis on attire les personnes avec lesquelles on doit travailler, en fait. C'est le principe du marketing, c'est de se mettre à la place de l'autre et du coup d'imaginer ce qui peut être le plus bénéfique pour lui, mais enfin, d'un point de vue humain, j'aime beaucoup ta notion de charge mentale qu'on citait tout début. C'est non seulement la charge mentale des collaborateurs de l'organisation, mais en même temps la charge mentale de celui qui va le lire et qui va être soit submergé, soit libéré, soit il va se dire là j'ai appris un truc, c'était hyper pertinent et je vais jusqu'au bout de l'article, alors que souvent on s'arrête au début et on est fainéant parce qu'on a un surplus d'informations et qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Donc il y a cette notion-là évidemment de faire attention à l'autre. Et aussi dans ce but de faire attention à la planète, de là où on est, et les ressources qui sont souvent visibles avec sa notion de digital. Est-ce que tu aurais un éco-geste que tu aimerais partager alors que tu fais vie pro, vie perso Bah déjà, ouais, pour moi, c'est vraiment lié à la notion de pause numérique. Déjà, comment je supprime toutes les notifications de mon téléphone et de mon ordi. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai pas les mails pro et j'ai aucun réseau social. Et c'est chouette. Et du coup, je pense que c'est important d'aller plus loin et parfois de faire des semaines sans téléphone. Donc ça, tu le suis, tous tes réseaux, tu les suis uniquement que sur... Moi, j'ai qu'un réseau de toute façon, j'ai LinkedIn. Ouais, donc et je le suis que sur l'ordinateur. Et c'est tout. Et en fait, ça fait depuis des années, hein, pareil pour les mails. Et ça me permet vraiment de pouvoir couper et de ne pas être complètement accroché au téléphone. Et du coup, au-delà de cet éco-geste, pour moi, il y a vraiment aussi le fait de toujours se poser la question avant d'envoyer un message pour pas rajouter au bruit ambiant. Et ça aussi, ça fait partie des éco-gestes, en plus de la pause numérique. Ça me fait penser à quand tu ouvres la bouche, tourne ta langue 7 fois avant d'ouvrir la bouche. Est-ce que c'est réellement pertinent, Ouais. utile ou pas? Finalement, quand on écrit un mail ou une newsletter, un emailing, une page, un post, oui, reposer cette question-là fondamentale de l'essence même du message, du contenu. C'est important. Et alors, est-ce que tu as pensé à un invité ou plusieurs que je pourrais convier sur un futur épisode? Et donc, ça peut être aussi bien autour du marketing durable, de la communication, du numérique, de l'aspect RSE au sens large, le côté RH management pour aider les équipes. Alors ouais, je pense à deux personnes. Je pense à Floriane Guiguier de l'association Lève les yeux, parce que c'est une association qui travaille pour comment dire, faire lever les yeux des écrans, notamment auprès des jeunes. Et je trouve que c'est d'utilité publique et d'intérêt général ce qu'ils font. Et je pense aussi sur la conduite du changement à Christine Ebadi de Homoléa, qui travaille sur les organisations bio-inspirées et sur la coopération avec un message particulièrement fécond
et qui m'inspirent beaucoup aussi. Deux futurs invités très, très sympas, que j'aimerais bien effectivement interviewer prochainement. Ça pourrait être très chouette. Si on a un petit mot de la fin, est-ce que tu as envie d'évoquer quelque chose? Écoute, je suis pas sûre. Je pense que là, on a fait le bon tour de la question. Donc, repenser au fait que la quantité n'est pas forcément la solution, mais que la qualité est bien plus intéressante à étudier. Avis aux marketeurs et aux communicants qui nous écoutent. C'était la pensée du jour. Eh bien, merci beaucoup, Féréole. Eh bien, merci beaucoup, Diane. À très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!